J'ai pris ma retraite à 63 ans après 38 ans à enseigner les mathématiques au lycée. 38 ans de copies corrigées le dimanche soir, de réunions de parents d'élèves, de cafétérias bruyantes et de couloirs qui sentaient la cantine froide. J'avais économisé chaque euro superflu pendant 2 décennies pour acheter ce que je voulais vraiment. Un mas en pierre, dans le Luberon, loin de tout, avec une terrasse face aux collines de lavande et des volets bleus qui claquaient dans le Mistral. Pas de voisins immédiats, pas de bruit de circulation, juste le vent, les cigales en été, et le silence profond des nuits provençales. Puis mon gendre m'a appelé pour m'annoncer que son frère et sa belle-sœur allaient s'installer chez moi. Je n'ai rien dit, mais ce qu'il a trouvé en arrivant à ma porte, il ne l'avait pas prévu. L'acte de vente avait été signé chez Maître Arnaud, notaire à Apt, par un mardi de novembre, où le soleil était encore assez chaud pour rester en chemise sur la terrasse. 225 000 euros. 38 ans de sacrifices convertis en murs de pierre ocre, en tomettes anciennes, en une cheminée assez grande pour y tenir debout. La propriété faisait 1200 mètres carrés, avec un jardin en terrasse, un puits et une grange que je projetais de transformer en atelier. Maître Arnaud m'avait serré la main avec ce sourire des notaires qui comprennent ce que représente un tel moment. « Voilà, monsieur Mercier, vous êtes chez vous. » Dans la voiture qui me ramenait au mas, j'ai roulé lentement, les vitres ouvertes. L'air sentait le thym et la terre mouillée. J'avais prévu cette retraite avec la même méthode que j'appliquais à mes cours. Liste des priorités, calendrier, vérification des étapes. Le mas venait en tête depuis 15 ans. J'ai garé la voiture, je suis resté assis quelques minutes à regarder la façade, puis j'ai souri comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Le soir, j'ai appelé ma fille. Elle a décroché à la 2e sonnerie, sa voix enjouée, pressée. « Papa, alors ? C'est officiel ? J'ai signé ce matin. Je suis sur la terrasse avec un verre de rosé. Tu mérites tellement ça, elle a dit. 40 ans que tu en rêves. 38, j'ai corrigé, et on a ri tous les deux. On a parlé de ses élèves à elle, de ses projets de potager, de sujets légers. Mais à un moment, elle a dit « Sébastien est très stressé en ce moment, les affaires ne vont pas fort. » J'ai noté la façon dont elle l'avait dit, trop vite, comme si elle voulait que la phrase passe sans s'arrêter. « Tu vas bien, toi ?»« Oui, enfin, on s'adapte. » On a raccroché quelques minutes plus tard. J'ai regardé les étoiles apparaître une à une au-dessus des collines. Quelque chose dans sa voix ne correspondait pas au mot « oui ». Mon gendre a appelé 3 semaines après l'emménagement. Pas de bonjour. Bernard, Thomas et Nathalie ont perdu leur appartement. Ils vont s'installer chez toi, le temps de se retourner. 2 ou 3 mois maximum. J'ai posé ma tasse de café sur la table de la cuisine. « Pardon ? Tu as de la place ? Tu es seul là, basse ? Et c'est ma famille. C'est logique. Ce mas est ma résidence principale, j'ai dit. Je l'ai acheté pour vivre seul. Thomas n'a nulle part où aller. Tu ne vas quand même pas laisser mon frère à la rue. Sébastien, je leur ai dit qu'ils pouvaient compter sur toi. Ils arrivent vendredi. Tu n'as qu'à préparer les chambres. La communication s'est coupée. Je suis resté immobile un long moment, le téléphone dans la main. Par la fenêtre de la cuisine, j'apercevais le jardin en terrasse, les rosiers que j'avais plantés la semaine précédente, les collines dans la lumière du matin. Depuis quand mon chez-moi était devenu une évidence disponible pour tout le monde sauf moi, je n'ai pas rappelé. J'ai pris le carnet quadrillé que je gardais depuis des années pour mes calculs personnels et j'ai commencé à écrire. Pas de la colère. Des questions, des délais, des ressources. Le vendredi, c'était dans 4 jours. Le lendemain matin, j'étais devant le cabinet de maître Isabelle Forestier, avocate spécialisée en droit immobilier et droit de la famille, rue des Marchands à Apt. Je lui avais expliqué la situation en 10 minutes, avec les dates, les mots exacts de mon gendre, le contexte. Elle avait écouté sans m'interrompre, les mains croisées sur son bureau. « Monsieur Mercier, ce que votre gendre vous demande n'a aucun fondement juridique. Personne ne peut imposer des occupants dans votre propriété sans votre accord explicite. Une entrée sans permission constitue une violation de domicile. C'est un délit pénal. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est formaliser votre refus par écrit et, si vous le souhaitez, mettre en place une structure juridique qui protège votre patrimoine sur le long terme. » Elle m'a parlé de la SCI, Société civile immobilière.
J'ai pris des notes pendant 40 minutes. En sortant, j'ai appelé Maître Arnaud. L'après-midi, j'étais dans une boutique de matériel de surveillance à Cavaillon. J'ai acheté 2 caméras extérieures à détection de mouvement, autonomie, batterie, stockage cloud, accessibles depuis mon téléphone. Le vendeur m'a expliqué l'installation en 5 minutes. Je les ai posées le soir même. Une couvrant l'entrée du portail, une orientée sur la porte principale. J'ai vérifié les angles, ajusté les positions, testé la connexion. L'ingénieur en moi, celui qui avait passé 38 ans à expliquer les systèmes et la logique, trouvait une satisfaction nette dans la précision. Le jeudi matin, j'ai pris la route de Marseille. Le cabinet de Maître Forestier avait préparé les premières pièces pour la création de la SCI. Mais il y avait autre chose à faire d'abord. Mon médecin traitant, le docteur Marchetti, avait son cabinet à Pertuis. Je lui ai expliqué directement. J'anticipe des contestations sur ma capacité à gérer mes affaires de la part de membres de ma famille. Je souhaite un bilan de santé complet avec un certificat médical attestant de ma pleine capacité cognitive et physique. Il a levé les yeux au-dessus de ses lunettes. Vous avez des raisons de penser qu'on va tenter une mise sous tutelle? J'ai des raisons de penser qu'on va essayer de trouver n'importe quel levier. Il a acquiescé avec l'expression de quelqu'un qui a déjà vu ça. Revenez lundi, on prend le temps. Le jeudi soir, j'ai préparé ce que j'avais surnommé mentalement le dossier. Acte de vente. Relevé bancaire des 10 à 8 derniers mois. Attestation de retraite de l'éducation nationale. Correspondance avec Maître Forestier. Transcription manuscrite de l'appel de mon gendre, rédigé immédiatement après avoir raccroché, daté, signé. J'ai tout classé par onglet dans un classeur rigide, le genre que j'utilisais autrefois pour mes cours de terminale. Le vendredi matin, à 7 heures, j'ai chargé mon véhicule. Vêtements, documents importants, ordinateur portable. J'ai fermé les volets intérieurs, coupé l'eau au compteur secondaire, laissé le chauffage au minimum. Puis j'ai posé sur la porte d'entrée, glissé sous le heurtoir en fer forgé, une enveloppe Kraft. À l'intérieur, une lettre de Maître Forestier sur papier à en-tête, rédigée la veille. La propriété sise, au lieu dit, les baraques, commune de Beaunieu, appartient à la SCI Les Oliviers, dont le gérant est Bernard Mercier. Toute entrée non autorisée sera considérée comme une violation de domicile au sens de l'article 226-4 du Code pénal et donnera lieu à un dépôt de plainte immédiat. Les coordonnées du cabinet figuraient en bas de page. J'ai pris la route vers Aix-en-Provence, où habitait mon ancienne collègue Françoise, qui m'avait proposé sa chambre d'amis pour quelques jours. Avant de quitter le département, je me suis arrêté sur un belvédère qui surplombait la vallée du Luberon. La lumière du matin tombait sur les villages de pierre. C'était beau d'une façon qui serrait la gorge. À 11h40, une notification sur mon téléphone. La caméra du portail avait détecté un mouvement. J'ai ouvert l'application. Un utilitaire blanc, chargé de carton, remontait le chemin de terre. Mon gendre conduisait. À côté de lui, une femme que je ne reconnaissais pas, probablement Nathalie. À l'arrière, un homme du même âge qu'elle. Thomas, j'en déduisais. Ils se sont garés devant le portail. Mon gendre est descendu le premier, a cherché quelque chose dans sa poche, a essayé d'ouvrir. Le portail était verrouillé de l'intérieur avec un cadenas que j'avais ajouté. Il a haussé les épaules, a enjambé le muret bas sur le côté, s'est dirigé vers la porte d'entrée. Il a vu l'enveloppe. Je l'ai regardé lire la lettre sur l'écran de mon téléphone. Son langage corporel a changé en quelques secondes. Il a relu. Il a levé les yeux vers la porte, puis vers les caméras. L'une d'elles lui faisait face à 2 mètres. Il l'a regardée longtemps. Puis il a sorti son téléphone. Il a appelé à 12h02. Sa voix n'avait plus le ton de la conférence téléphonique du mardi précédent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de SCI? Qu'est-ce que tu as fait? Ma propriété est gérée par une société civile, j'ai dit calmement. C'est une disposition légale courante. Tu n'avais pas le droit de faire ça sans me prévenir. Je n'avais pas à te prévenir. C'est ma propriété. Tes parents sont là avec leurs affaires. Ils n'ont nulle part où aller. Cela ne me concerne pas. Trouver un logement pour ton frère et ta belle-sœur, c'est ton problème à toi, pas le mien. Tu es égoïste, tu as de la place et tu ne... Je t'ai dit non la semaine dernière. Tu ne m'as pas écouté.
Maintenant, il y a un document légal qui dit la même chose. Il a raccroché. Thomas et Nathalie ont dû repartir avec leur carton. J'ai regardé l'utilitaire blanc faire marche arrière dans le chemin de terre, puis disparaître. Les oliviers dans le jardin ne bougeaient pas. L'après-midi était silencieux. 3 jours plus tard, a commencé ce que j'ai compris être une campagne organisée. D'abord un cousin que je n'avais pas eu au téléphone depuis 4 ans. Bernard. J'ai entendu dire que tu avais eu des comportements un peu inquiétants. Sébastien est très préoccupé pour toi. L'isolement, ça peut faire des choses. Je l'ai écouté jusqu'au bout, puis j'ai dit « Merci de ton appel, je vais bien », et j'ai raccroché. 2 heures plus tard, une ancienne voisine de Grenoble avant ma retraite. Même script, presque mot pour mot. Le lendemain matin, mon ancien beau-frère, avec qui j'avais toujours eu des rapports cordiaux mais distants. Cette fois, la formulation était plus précise. Sébastien dit que tu refuses de l'aide, que tu te renfermes, que la retraite t'a changé. J'ai tout noté dans mon carnet. Date, heure, nom, formulation exacte. Puis j'ai appelé Maître Forestier. Elle n'a pas paru surprise. C'est classique, elle a dit. Quand la voie directe est bloquée, on tente de construire un récit de vulnérabilité pour aller chercher une mesure de protection juridique, mise sous sauvegarde de justice, curatelle, parfois tutelle dans les cas extrêmes. L'objectif n'est pas nécessairement de vous contrôler vous, mais de contester la SCI en arguant qu'elle a été constituée sous une capacité diminuée. Votre bilan médical est prêt? Lundi prochain. Parfait. Et documenter chaque appel, on va avoir besoin d'un tableau clair de cette campagne. Le lundi, le Dr Marchetti m'a reçu pendant 1h30. Test cognitif complet, mémoire immédiate et différée, raisonnement abstrait, orientation temporo-spatiale, fonction exécutive. Bilan cardiologique de base. Prise de sang. À la fin, il a tapé son compte-rendu et me l'a tendu imprimé sur papier à en tête du cabinet. Bernard Mercier, 63 ans, présente un état de santé général satisfaisant. Les évaluations cognitives ne révèlent aucun signe de détérioration, de confusion ou de capacité altérée. Le patient est pleinement capable d'exercer ses droits civils et de gérer son patrimoine de manière autonome et éclairée. Il a signé, apposé, le tampon du cabinet. 240 € de consultation. J'ai payé par carte et demandé un reçu détaillé. De retour au MAS, j'ai créé un nouveau dossier dans mon classeur. Certificat médical et bilance. Derrière l'onglet, j'ai rangé le document du Dr Marchetti, les résultats des tests, la facture acquittée. 2 semaines passèrent. Ma vie au MAS reprenait son rythme. Les verres avec le soleil, café sur la terrasse, lecture jusqu'à 10 heures, jardinage l'après-midi, promenade dans les ocres le soir. Des biches sortaient parfois du bois en lisière de ma propriété. Je commençais à reconnaître leurs habitudes. C'est ma fille qui m'a donné, sans le savoir, la pièce manquante. Elle m'appelait moins souvent qu'avant, et quand elle appelait, elle semblait mesurer ses mots. Un soir, alors qu'elle me parlait de ses collègues, elle a dit en passant « Sébastien a trouvé une solution pour Thomas. Il lui a rendu service avec quelque chose. Je ne sais pas trop les détails. Une histoire de garantie, de papier. » Je n'ai pas relevé sur le moment. Mais cette nuit-là, allongé dans le noir, j'ai pensé au mot garantie. Le lendemain, j'ai rappelé Maître Forestier. Elle a mis 24 heures à consulter les fichiers des hypothèques et du service de publicité foncière. Sa voix au téléphone était neutre, mais ses mots ne l'étaient pas. « Monsieur Mercier, il y a une inscription de cautionnement hypothécaire sur l'appartement de votre fille. Signée il y a 7 mois. Votre gendre a mis en garantie l'appartement qu'ils habitent ensemble pour couvrir un prêt à la consommation contracté par son frère Thomas. Montant 42 000 €. Votre fille est copropriétaire. Elle a signé. Je ne vois qu'une signature sur l'acte. Dans ce cas, ça pose un problème juridique sérieux. Un bien immobilier en copropriété ne peut pas être hypothéqué par l'un des époux seul, sans l'accord de l'autre, sauf dispositions contractuelles spécifiques. S'il n'existe pas de telle clause dans leur contrat de mariage, cet acte est contestable. Ma fille n'est pas au courant, j'ai dit. C'était une affirmation, pas une question. Ce n'est pas rare.
Hélas, a-t-elle répondu. J'ai posé le téléphone. Par la fenêtre, les collines étaient dorées dans la lumière de l'après-midi. J'avais devant moi un tableau complet maintenant. Sébastien avait hypothéqué l'appartement de ma fille à son insu pour couvrir les dettes de son frère. Quand cela n'avait pas suffi, il avait tenté de s'approprier mon MAS comme solution de secours. Quand le MAS avait été bloqué par la SCI, il avait monté une campagne pour me faire passer pour un homme diminué. Chaque étape découlait de la précédente avec la logique d'un homme acculé qui improvise des solutions sans jamais affronter le problème réel. Cette nuit, j'ai pris mon carnet quadrillé et j'ai dessiné le schéma complet. Tout était connecté. J'ai ajouté 6 pages de notes au dossier. Une semaine plus tard, mon gendre s'est présenté au MAS sans prévenir. J'étais en train de tailler les rosiers quand sa voiture a remonté le chemin. Il est descendu rapidement, a poussé le portail qui n'était plus verrouillé, s'est avancé vers moi. Son visage était rouge, ses gestes saccadés. J'ai posé mes cisailles sur le muret et j'ai sorti mon téléphone. J'ai lancé l'enregistrement avant qu'il soit à 2 mètres de moi. « Tu m'as volé ma famille », il a dit. « Tu as monté ma femme contre moi. » J'ai regardé ma fille être montée contre quelqu'un. J'ai répondu tranquillement. « Ce n'est pas moi. Tu as tout manigancé depuis le début. La SCI, l'avocate. Tout ça pour nous empêcher d'utiliser ce que tu ne mérites même pas. Ce MAS est le résultat de 38 ans de travail. Je l'ai acheté, payé, entretenu. Vous méritez quoi, exactement? En échange, il a fait un pas vers moi. Tu vas regretter ça. Tu ne reverras plus clair si tu continues. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Cette conversation est enregistrée, j'ai dit. Si tu souhaites continuer, sache que chaque menace sera jointe au dossier que mon avocate constitue. Il s'est immobilisé. Je t'en prie, quitte ma propriété maintenant, ou j'appelle les gendarmes. Il est reparti, en faisant crisser les graviers sous ses roues. J'ai envoyé l'enregistrement à Maître Forestier dans l'heure. Sa réponse est arrivée le soir même. Menaces caractérisées, intimidation, tentative de chantage affectif. Je documente tout. Préparez-vous à une plainte pour harcèlement si cela continue. Et anticipez la prochaine étape. Maintenant qu'il sait qu'on a des preuves, il va paniquer. Elle avait raison. 15 jours plus tard, j'ai reçu un courrier recommandé du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Une demande d'ouverture de mesures de sauvegarde de justice avait été déposée par mon gendre, appuyée par une attestation de Thomas et une déclaration de ma fille que je n'avais pas vu venir. L'attestation de mon gendre mentionnait des comportements erratiques, un isolement pathologique, des décisions financières irrationnelles, notamment la constitution précipitée d'une SCI. Je me suis assis à la table de la cuisine, avec le courrier entre les mains. Mes doigts ne tremblaient pas, mais j'ai mis quelques minutes avant de pouvoir lire jusqu'au bout. Ma fille avait signé ça, elle qui m'avait dit « Tu mérites tellement ça, 40 ans que tu en rêves ». J'ai appelé Maître Forestier immédiatement. Elle a écouté. « Bien », elle a dit. « C'est exactement ce qu'on avait anticipé. Votre dossier médical, votre dossier financier, votre documentation de la campagne de harcèlement. C'est pour ça qu'on les a construits. Vous répondez à chaque allégation avec une preuve contraire. Comportement erratique, bilan cognitif, parfait, signé par un médecin. Décision irrationnelle, SCI constituée avec l'assistance d'un professionnel du droit, document signé devant notaire, isolement, correspondance avec Maître Arnaud, le docteur. Marchetti, vous-même, ce dossier ne tient pas. Mais il faut répondre formellement et vite. Nous avons passé 2 jours à préparer la réponse. 47 pages de pièces jointes. Le compte-rendu médical du docteur Marchetti. Le relevé de tous les appels reçus pendant la campagne, avec date et durée. La transcription de l'appel initial de mon gendre. L'enregistrement de sa visite menaçante, au MAS, retranscrit intégralement. Les statuts de la SCI. Les actes notariés. Une lettre de Maître Arnaud attestant de ma parfaite lucidité lors de la signature de l'acte de vente du MAS et de la création de la SCI. En attendant la réponse du tribunal, j'ai continué ma vie. Café sur la terrasse, jardinage, lectures, les collines. Mais le soir, après dîner, je repensais à ma fille. Elle avait signé une attestation contre moi. Soit elle croyait vraiment ce que son mari lui disait, soit elle avait signé sans lire. Dans les 2 cas,
Elle était quelque part dans la panique d'une situation qu'elle ne comprenait pas entièrement. J'ai décidé de lui écrire une lettre, pas un message, une vraie lettre, à la main, 4 pages. Je lui ai raconté la chronologie complète depuis le premier appel de son mari, avec les dates et les faits, sans interprétation, sans colère. J'ai joint des photocopies des documents concernant le cautionnement hypothécaire sur leur appartement. J'y ai ajouté une question simple. As-tu signé ce document? Si la réponse est non, parle à un avocat avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je l'ai envoyé en recommandé avec accusé de réception. L'accusé m'est revenu signer de sa main 4 jours après. Le tribunal judiciaire a rendu sa décision 3 semaines plus tard. Demande de mesures de sauvegarde de justice rejetée. Motif: absence totale d'éléments probants attestant d'une quelconque altération des facultés du demandeur. Dossier médical complet produit. Gestion patrimoniale conforme aux pratiques standards. Assistance juridique professionnelle tout au long des actes contestés. La juridiction note par ailleurs que la demande semble motivée par un conflit patrimonial familial sans rapport avec la capacité du défendeur. J'ai lu la décision 2 fois, puis j'ai créé un nouveau dossier dans mon classeur. Décision de rejet, mesure de sauvegarde. Je l'ai rangé soigneusement. Ce soir-là, ma fille a appelé. Sa voix était différente de tous les appels précédents, plus basse, plus lente. « Papa, je viens de tout lire, le document de la banque que tu as joint à la lettre. Je n'ai pas signé ça. Je ne savais pas que cet appartement avait été mis en garantie. Est-ce que je peux venir te voir ce week-end, seule? » Elle est arrivée le samedi matin avec sa petite voiture bleue, sans bagages, juste un sac à main. Je l'attendais sur la terrasse avec du café et des abricots du jardin. On s'est embrassé longuement sans rien dire. Elle avait les yeux cernés. On a d'abord parlé de peu de choses. Le jardin, les biches que j'avais vues la semaine précédente, les travaux que je voulais faire dans la grange. Puis elle a posé sa tasse et m'a regardé. « Papa, depuis combien de temps tu sais pour l'hypothèque? » « Quelques semaines. J'attendais le bon moment pour t'en parler directement. Tu aurais dû me dire plus tôt. » Je l'ai regardé. « Si je t'avais appelé en mars pour te dire que ton mari avait hypothéqué votre appartement à ton insu, tu m'aurais cru? » Elle a pris quelques secondes. « Non, probablement pas. J'aurais pensé que tu exagérais, que tu n'aimais pas Sébastien. C'est pour ça que j'ai attendu d'avoir tout. Pour que tu puisses voir les documents et décider par toi-même. » Elle a pleuré, silencieusement, les yeux fixés sur les collines. Pas des sanglots, juste des larmes qui coulaient sans qu'elle les essuie. J'ai attendu. Elle avait des questions, beaucoup. Je lui ai répondu une par une, en m'appuyant sur le dossier que j'avais sorti sur la table. Le cautionnement hypothécaire, le prêt à la consommation de son beau-frère, le schéma de l'ensemble, la campagne de dénigrement, l'attestation qu'elle avait signée et les circonstances dans lesquelles elle l'avait fait. Elle m'a dit que son mari lui avait présenté ça comme une simple déclaration de soutien, que j'étais devenu difficile depuis la retraite, que c'était pour son bien. Elle avait signé sans lire attentivement. Quand nous avons fini de déjeuner, elle a demandé « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» J'ai répondu « Ce n'est pas à moi de décider ça pour toi. Tu as besoin d'un avocat indépendant, pour toi seul, pas le mien, le tien. Il faut que tu comprennes exactement dans quelle situation juridique tu es concernant l'appartement et ce cautionnement. Tout le reste, le mariage, l'avenir, c'est ta décision. » Elle est restée jusqu'au dimanche soir. Nous avons marché dans les ocres de Roussillon l'après-midi, sur les sentiers bordés de falaises couleur rouille. Elle n'a pas beaucoup parlé, mais elle marchait de façon différente, plus posée. Avant de partir, elle a pris le classeur avec les photocopies que j'avais préparées pour elle. « Papa, est-ce que tu m'en veux pour l'attestation que j'ai signée? » « Non. Tu as fait confiance à quelqu'un que tu aimais. C'est lui qui a trahi cette confiance, pas toi. » Elle a hoché la tête, a ouvert la portière, s'est retournée une dernière fois. Le mas était éclairé derrière moi, la façade en pierre ocre dans la lumière du soir. « Ça ressemble à ce que tu méritais, » elle a dit doucement. La maison. Et j'ai dit, rentre prudemment. Les semaines suivantes ont été silencieuses au mas. Maître Forestier m'informait régulièrement. Ma fille avait consulté une avocate à Lyon, spécialisée en droit de la famille.
L'acte de cautionnement avait été contesté auprès de la banque. La procédure était longue, mais les chances d'annulation étaient sérieuses. La signature unique sur un bien en indivision, posant un problème juridique réel. Mon gendre, informé de la contestation, avait tenté de négocier. Les négociations n'avaient pas abouti. En novembre, ma fille a déposé une demande de divorce pour faute. Mon gendre m'a envoyé un dernier message, un soir tard. Juste une phrase. « Tu as détruit ma famille. » Je n'ai pas répondu. J'avais passé plusieurs nuits à penser à ce message, avant même qu'il arrive. Parce que la vérité était plus simple et plus douloureuse. Je n'avais détruit rien. J'avais juste arrêté de couvrir ce qui était déjà brisé avant mon arrivée dans le tableau. Le divorce a été prononcé au printemps suivant. Ma fille a conservé l'appartement. Le cautionnement hypothécaire a été annulé par le tribunal, l'acte ayant été signé sans le consentement de l'épouse copropriétaire. Thomas et Nathalie ont dû rembourser le prêt sans le filet de sécurité prévu. Mon gendre a trouvé un studio en location à l'autre bout de la ville. Ma fille a pris quelques mois pour souffler. Elle enseignait, elle voyait ses amis, elle reconstruisait à son propre rythme. Je ne lui mettais pas de pression. On s'appelait 2 fois par semaine. Des conversations légères, parfois longues, le dimanche soir. En septembre, elle est venue passer 1 semaine au mas. Pas pour parler de tout ça. Pour se reposer, m'aider à préparer les confitures avec les figues du jardin, lire dans le hamac que j'avais installé entre les 2 chênes. Un soir, on était assis sur la terrasse après le dîner. Il faisait doux, le ciel était plein d'étoiles, et 3 biches se déplaçaient lentement en lisière du bois dans la lumière qui restait. Elle m'a dit sans me regarder, « Je ne comprenais pas pourquoi tu ne me disais pas les choses au fur et à mesure. Maintenant je comprends. Si tu m'avais tout dit en mars, j'aurais défendu Sébastien, et je me serais brouillé avec toi. C'est ce qu'il espérait, non? C'est ce que je pensais aussi. Tu aurais pu te tromper. Oui. Mais je te connaissais assez pour parier que si tu avais les documents entre les mains, tu saurais lire la vérité toi-même. » Elle a regardé les biches encore quelques instants. La plus grande s'était arrêtée et nous observait. « Elles ont l'air à l'aise ici, » elle a dit. « Elles viennent presque tous les soirs depuis l'automne. Je commence à reconnaître la grande. Elle revient toujours en premier. » Ma fille s'est levée, a posé ses mains sur la rambarde de la terrasse, les yeux sur les collines noires sous le ciel. Elle a dit doucement, « Je cherche un poste à Apt ou à Pertuise pour la rentrée prochaine. Il y a des choses qui m'attirent, dans l'idée de recommencer quelque part de calme. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai regardé les étoiles. Il y a de bonnes écoles dans le coin. Et le marché d'Apt le samedi matin, ça vaut le déplacement. » Elle a souri, un vrai sourire, le premier depuis longtemps qui n'avait pas l'air de coûter quelque chose. On est resté encore 1 heure sur cette terrasse, sans parler vraiment, à regarder la nuit provençale faire son travail silencieux sur les collines. Plus tard, seul dans la cuisine à ranger les dernières tasses, j'ai pensé au mardi de novembre où j'avais signé l'acte de vente chez Maître Arnaud. Ce que j'avais acheté ce jour-là n'était pas seulement du pierre et de la terre. C'était la possibilité d'un endroit où les choses vraies ont le temps d'exister, où les mensonges trouvent trop peu d'ombre pour durer. Je n'avais pas cherché la guerre, mais quand elle était arrivée jusqu'à mon portail, je m'étais souvenu de ce que j'avais toujours su. Les problèmes qui se préparent méthodiquement se résolvent méthodiquement. Et les gens qu'on aime, on ne les protège pas toujours en leur disant tout. Parfois, on les protège en construisant patiemment les conditions dans lesquelles ils pourront voir la vérité eux-mêmes. J'ai éteint la lumière de la cuisine. Dehors, le Mistral s'était levé doucement, et les volets bleus claquaient comme je les avais toujours imaginés dans mes années de rêve grenoblois, avant la retraite, avant le mas, avant tout ça. C'était exactement ça.